Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui je vous explique tout ce qu'il y a à savoir avant d'acheter une 4L pour faire le 4L Trophy ou pour acheter une 4L tout court. Mais d'abord, est-ce que vous avez vu l'affiche officielle de la 24e édition du 4L Trophy? Ouais, celle de 2021. Tada! Ce serait pas la star de notre chaîne YouTube qui serait à l'affiche là par hasard? Je vous laisse imaginer l'effet que ça nous a fait quand on est tombé sur l'affiche par hasard. Pouah, la puissance! Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, alors revenons à nos moutons. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous voulez acheter une 4L. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il existe trois grandes familles de 4L. Les berlines, les fourgonnettes F4 et les fourgonnettes F6. Les berlines, c'est les plus courantes. Généralement, elles sont moins chères et consomment moins que les fourgonnettes. Par contre, évidemment, vous pouvez en mettre moins dedans. Le PTAC est nettement inférieur. Vous pouvez mettre dedans que 330 kg, vous et votre copilote compris. Donc si votre copilote a l'intention d'emmener toute sa garde-robe, orientez-vous plus sur une fourgonnette. La F4, c'est la plus petite des deux fourgonnettes. Bon, si vous n'êtes pas trop grand, avec un aménagement adapté, vous allez pouvoir dormir dedans. Et dedans, vous pourrez charger 440 kg. Et la dernière, la F6, c'est la plus grande, enfin surtout la plus longue. À moins que vous fassiez plus de 2 mètres, vous allez pouvoir dormir dedans. Et dedans, vous pourrez charger 470 kg, ce qui est largement au-dessus de ce dont vous aurez besoin, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour les différents types de 4L. Ensuite, il existe différentes motorisations, qui se séparent en deux grandes familles, les moteurs Cléon et les moteurs Billancourt. Les moteurs Cléon sont assez faciles à reconnaître. Le radiateur se situe tout à l'avant de la voiture et il est équipé d'un ventilateur électrique. Au contraire, sur les Billancourt, le radiateur va être à peu près au centre du compartiment moteur et le ventilateur est mécanique, il est pris directement sur le moteur. Je vous conseille de privilégier les moteurs Cléon, qui sont plus modernes, enfin si on peut appeler ça moderne, et ils sont également plus gros. Pareil, si on peut appeler ça gros, parce qu'ils font 950 ou 1100 cm3, ce qui reste pas énorme. Mais c'est surtout les plus coupleux. En plus de ça, ils souffrent moins de surchauffe, et vous trouverez facilement des pièces pour ces modèles sur le 4L Trophy. Pour les Billancourt, ils ont existé en 600, 750, 780 et 850 cm3. Bon, évidemment, les 600, vous oubliez direct. Alors moi, de loin, je vous conseille le 1100 cm3 Cléon. C'est le plus coupleux, c'est celui qui est le plus à l'aise pour faire la 4L Trophy. En deuxième place, je vous conseille le 950 Cléon. Pareil, il est à peu près aussi puissant, un peu moins coupleux, mais franchement, il fait largement le taf pour le Trophy. En troisième position, je vous conseille le 850 Billancourt. Il est moins puissant que les Cléons, il va se traîner un peu sur certains moments, mais franchement, pour le Trophy, ça passe. Il va être capable de vous emmener et de vous ramener. En revanche, tout ce qui est en dessous de 850, je vous déconseille. Vous allez vous traîner, le moteur va souffrir, vous allez moins profiter de l'aventure. Après, franchement, ça se fait, hein. Tous les ans, il y en a qui font avec, mais franchement, moi, je vous le déconseille, vous allez moins kiffer. Mais alors, comment savoir quel moteur équipe la 4L que vous allez acheter? Eh ben c'est simple, sur tous les moteurs, il y a une petite plaque avec une référence. Il vous suffit de prendre cette référence et de chercher sur internet à quoi elle correspond. Il y a plein de tableaux qui regroupent les caractéristiques des différents moteurs en fonction de leur référence. Bon, évidemment, vous pouvez aussi monter des moteurs plus puissants sur les 4L. Par exemple, les moteurs d'R5 s'adaptent extrêmement bien. Et d'ailleurs, faites attention à l'achat, ça peut être un moteur d'R5 sur votre voiture. Si vous ne trouvez pas les références, c'est sûrement que c'est un moteur d'R5. Alors après, franchement, ils sont géniaux aussi, hein. Franchement, si vous avez ça pour faire le raid, vous êtes les rois du pétrole. Par contre, niveau législation, attention. Bon, maintenant que vous connaissez les différentes motorisations, il vous reste une option à choisir. Est-ce que vous préférez acheter une 4L d'origine, puis la préparer, ou est-ce que vous préférez acheter une 4L déjà préparée? Sachant que la grosse différence, elle sera dans le prix. Une 4L d'origine dans son jus est généralement moins chère. Et si vous bricolez un petit peu, vous devriez pouvoir les préparer pour 150 à 500 € pour des prépas un peu poussés. Mais uniquement la partie adaptation pour conduite sur piste. Donc canaux de remorquage, plaques de protection, etc. Mais ça, de toute façon, je suis en train de vous préparer un épisode spécial dédié à la préparation de la voiture. Il devrait sortir d'ici quelques semaines. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner si vous voulez pas le rater. Bon, maintenant, si vous voulez acheter une 4L déjà préparée, attention. C'est pas parce qu'une 4L est déjà préparée qu'elle est forcément prête à repartir. Vous risquez quoi qu'il arrive d'avoir des frais à prévoir avant le grand départ. Alors ça y est, le jour J est arrivé, vous avez trouvé une 4L qui vous plaît et vous allez la voir. Alors maintenant, je vais vous donner tous les points à vérifier pour savoir si elle est en bon état et au bon prix. Le point numéro 1 et de très loin, c'est le châssis. Il passe avant tous les autres et quoi qu'il arrive, vous devez savoir exactement l'état dans lequel est votre châssis quand vous achetez une voiture. Parce qu'un châssis abîmé, ça va vous coûter une fortune en réparation. Déjà, c'est simple. Un châssis neuf, c'est 2000 €, hors main d'œuvre pour le remplacer. Et si vous voulez le faire réparer, ça va vous coûter à peu près la même chose. À compter qu'il soit réparable, bien sûr. Si vous savez que le châssis est mort mais que vous voulez quand même l'acheter, ne la payez pas plus de 1500 € si tout le reste est vraiment nickel. Si le châssis n'est pas complètement mort ou que vous voyez que des réparations ont déjà été effectuées dessus, essayez de vous rapprocher de personnes qualifiées qui pourront vous dire si votre châssis est encore solide ou non.
Pour vérifier l'état du châssis, je vous mets un lien dans la description d'une vidéo officielle du 4L Trophy qui vous montre tous les points à regarder. Elle dure à peu près 3 minutes. Pour vérifier l'état du châssis, vous emmenez un cri, vous levez la voiture et vous allez voir dessous pour de vrai. Passez le châssis au peigne fin. Je le répète, c'est le point le plus important. Au passage, pendant que vous êtes dessous, ça va vous permettre de vérifier si l'échappement est bien fixé et s'il n'est pas percé, ou même abîmé. Regardez aussi aux 4 roues s'il n'y a pas de fuite de liquide de frein. Il faut aussi vérifier que le réservoir ne fuit pas. Pour ça, vous prenez un briquet. Non, je plaisante bien sûr, pas de briquet. Vous regardez juste s'il n'y a pas d'auréole qui sente l'essence en dessous du réservoir. Ensuite, vous regardez le plancher au niveau du conducteur, du passager, s'il n'est pas percé ou pas trop percé. L'idée, c'est juste que vous passiez pas à travers. Donc vous retirez les tapis et vous appuyez avec vos pieds pour voir si vous risquez pas de passer à travers. Une dernière chose, pendant que vous êtes sous la voiture, si vous achetez une voiture déjà préparée, regardez l'épaisseur des plaques de protection. Il faut qu'elle fasse minimum 3 mm si c'est de l'acier, 5 mm si c'est de l'alu. Parce que sinon, dès que vous allez frotter, et ça va arriver, vous risquez d'abîmer soit votre boîte de vitesse, soit votre réservoir. Ou les deux. Ensuite, pendant que la voiture est levée, vous en profitez pour regarder si les trains n'ont pas trop de jeu. Pour ça, vous prenez la roue et vous secouez dans tous les sens. S'il y a du jeu, c'est probablement qu'il y a des pièces à remplacer, par exemple les cylindres. En même temps, vous vérifiez que la roue tourne librement et sans faire de bruit bizarre, et vous regardez l'usure des pneus. S'ils sont bientôt morts, il faudra les changer, c'est encore des frais. Ou alors s'ils ont une usure irrégulière, ça peut vouloir dire que le parallélisme n'est pas bon, et donc il faudrait refaire le parallélisme. Pour un parallélisme, il faut compter entre 60 et 100 €. Vous regardez aussi l'état des soufflets donc de cardan, les soufflets des rotules, et le soufflet de crémaillère de direction. S'ils sont percés, il faudra remplacer soit la pièce complète, soit uniquement le soufflet. Pour la carrosserie, je vous laisse seul juge, regardez juste bien l'état des joints, surtout si votre 4L va dormir dehors par la suite, donc joints de fenêtre, porte et coffre. Donc maintenant on passe au compartiment moteur. Vous allez faire tout le tour du moteur et essayer de voir s'il y a des fuites. S'il y a des fuites, il faut que vous trouviez leur origine. Donc si par exemple c'est des fuites au niveau du cache-culbuteur, c'est assez fréquent, c'est pas très grave, ça se rectifie facilement. En revanche, si vous avez des fuites sur le circuit de refroidissement, donc radiateur ou pompe à eau, ça peut vite vous engendrer des frais, alors attention. Et pour rester sur le circuit de refroidissement, vous allez maintenant regarder à l'intérieur du vasque d'expansion pour voir si le liquide est propre. S'il est sale, il va falloir prévoir un nettoyage du circuit de refroidissement. C'est pas très compliqué et ça coûte pas très cher, mais ça prend un peu de temps. S'il y a carrément de la boue qui s'est formée au fond du vasque d'expansion, ça peut être signe d'un joint de culasse en mauvaise santé. Donc si c'est le cas, renseignez-vous sur l'état du joint de culasse. S'il a été changé récemment mais que la culasse n'a pas été rectifiée, ça veut dire que vous avez de grandes chances de claquer à nouveau un joint de culasse. Si le joint de culasse n'a pas été changé, ça peut être signe qu'il est en train de lâcher. Auquel cas, ouvrez le bouchon du cache-culbuteur et regardez à l'intérieur. Si l'huile est uniforme, c'est plutôt bon signe. Si en revanche vous trouvez une espèce de mayonnaise, ça veut dire que le joint de culasse est en train de lâcher. Comptez environ 300 € dans un petit garage pour refaire le joint de culasse, la rectification moteur et le réglage des culbuteurs. Donc c'est pas négligeable, c'est le deuxième point sur lequel il faut faire attention. Dernière chose avant de refermer le capot, approchez vos mains du collecteur d'échappement pour voir s'il est chaud. S'il est chaud, ça veut dire que le vendeur a fait tourner la voiture avant que vous arriviez. Donc peut-être qu'elle a des problèmes de démarrage à froid, peut-être qu'elle ratatouille à froid, ou peut-être qu'il voulait juste être sûr que tout se passe bien. Mais ça, vous pouvez pas en être sûr, alors méfiance. Et ça d'ailleurs, vérifiez que la voiture a déjà tourné avant que vous arriviez, faites-le plutôt avant d'ouvrir le vasque d'expansion. Si la voiture est chaude, bien sûr, on n'ouvre pas le vasque d'expansion. Allez, il est maintenant l'heure d'aller essayer la voiture. Et pour commencer, je vous conseille d'être en passager. Ça va vous permettre de voir comment le propriétaire conduit la voiture, si c'est une grosse brute ou s'il conduit avec souplesse. Comme ça en plus la voiture sera chaude quand ce sera votre tour de l'essayer. En même temps ça va vous permettre de vous concentrer par exemple sur le confort des sièges, vérifier qu'ils sont en bon état. Si vous entendez des bruits suspects dans la voiture, ça va vous donner le temps de les localiser, de voir si c'est des choses graves ou non. Donc profitez de ce petit temps que vous avez en tant que passager pour vous concentrer sur la voiture. Allez maintenant c'est parti, c'est votre tour de l'essayer. Alors vous passez la première, vous voyez si elle passe bien ou pas. Et c'est parti, on lâche l'embrayage. Ça va vous permettre de voir s'il y a des points durs, voir s'il patine. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faudra le changer, qu'il est en mauvais état. Et ça, attention, si vous le faites pas vous-même, c'est des gros frais. Ah, et au passage, attention, sur les 4L, ça peut surprendre, la pédale de frein est extrêmement haute. Ensuite, regardez s'il y a du jeu ou non dans la direction, en faisant des mouvements de gauche à droite. Et vérifiez aussi que la voiture ne tire pas d'un côté quand vous lâchez le volant. Si elle tire d'un côté, ça peut être signe d'un mauvais parallélisme. Maintenant, si la voiture est bien chaude, il va falloir que vous testiez si le moteur est en bonne santé. Pour ça, il va falloir accélérer pour de vrai et passer toutes les vitesses. Pareil, toutes les vitesses doivent être souples et passer sans problème. Donc pour ça, vous accélérez et vous passez votre vitesse seulement une fois que l'aiguille a dépassé le numéro de la vitesse sur laquelle vous étiez. Exemple, là je suis en seconde, hop, j'attends, hop, une fois que l'aiguille passe le 2, je passe la 3e. Et ainsi de suite.
Vous testez les 4 vitesses. Bon, bien sûr, vous n'allez pas en fond de 4, mais il faut que votre voiture atteigne les 90 km/h sans souci. Et ensuite, dernière chose, on teste le freinage. Certes, c'est une vieille voiture et ça freine pas très fort, mais malgré tout, si on met le pied dedans, normalement, on peut bloquer les roues. Si au moment du freinage, la voiture tire plus d'un côté que de l'autre, ça veut dire qu'un des organes de freinage est en mauvais état. Une fois laissé terminer, ne coupez pas le moteur et testez toutes les fonctions de la voiture pour voir si tout marche. Surtout le klaxon, ça va vous servir pendant le trophy. Ensuite, ouvrez le capot et regardez s'il n'y a pas de nouvelles fuites qui sont apparues. Ça va vous permettre de regarder si le ralenti est stable. En même temps, vous allez pouvoir mettre un ou deux coups de gaz au niveau du carburateur pour voir le comportement du moteur à plus haut régime. Voilà, on a fait le tour de tous les points importants à vérifier quand vous achetez une 4L. Maintenant, considérez qu'à chaque fois qu'un des points est mauvais, la voiture perd un peu de valeur. Donc pour des 4L avec un châssis sain qui sont déjà préparés 4L Trophy, il faut compter un billet d'entrée minimum de 2000 € pour des 4L qui auront des réparations à prévoir. Et pour une réellement prête à partir, comptez au moins 3000 €. Après, si vous en voulez une avec une belle carrosserie, une prépa poussée, quelque chose de réellement efficace, il va falloir taper entre 4000 et 5000 €. Ouais, c'est franchement abusé pour des 4L, mais bon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, pour les 4L à préparer, vous pouvez en trouver en état d'épave à moins de 1000 €. Par contre, vous aurez tout à refaire dessus. Mais si vous bricolez bien et que vous aimez ça, franchement, ça vaut le coup. Maintenant, pour une 4L avec châssis sain et à peine roulante avec énormément de travaux dessus, comptez 1500 €. Pareil, si vous bricolez, ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez commencer à en trouver des tout juste corrects à partir de 2000 €. Et si vous voulez en trouver une avec une mécanique en bon état et relativement fiable, il va falloir compter au-dessus de 3000 €, toujours pour une 4L à préparer. D'ailleurs, autre chose, moi je vous ai pas parlé du kilométrage, parce que pour moi c'est pas très important. Vous allez faire un 4L Trophy, vous allez faire quoi, 10 000 km avec. Du moment que le moteur a moins de 200 000 km et qu'il tourneront, qu'il est bien réglé, il n'y a aucune raison qu'il vous lâche. Un moteur de 4L qui va lâcher, il prévient, ça arrive pas d'un coup comme ça. Et en plus, les moteurs se refont assez facilement sur les 4L pour pas si cher que ça. Vous pouvez même acheter des moteurs d'occasion à des très bons prix. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour acheter votre 4L, alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour préparer votre 4L. D'ailleurs, au passage, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos pour illustrer cette vidéo. Je vous mets les liens de leur réseau en description, alors n'hésitez pas à aller les suivre pour les soutenir. Et au passage, vous pouvez me suivre sur Instagram, je ferai sûrement un nouveau appel à vous pour ma vidéo préparation d'une 4L. Bon achat à tous, bye!